Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce numéro 54 de Carter et Piston. Un numéro sans salon de Bruxelles, mais un numéro qui n'est pas sans intérêt. Et voici le sommaire. Notre gros dossier sera consacré au contrôle technique moto en vigueur depuis ce 1er janvier. Nous découvrirons un artisan qui met en valeur vos motos d'une manière très originale. L'intérêt pour les vieilles motos n'est pas mort, la preuve lors de la bourse de Marche-en-Famenne durant ce mois de janvier. Nous ferons également un tour de l'actu avec les nouveautés 2023. Enfin, avec le représentant de chez Denez, nous pourrons assister à la naissance d'une combinaison MotoGP. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir nos conditions salon prolongées tout ce mois de février. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Awan, Chennai, Herstal, Serein et Verviers. Hot Motorbike Atteux, c'est votre concessionnaire Triumph KTM et Gaz de référence. Chez Hot Motorbike, vous n'aurez affaire qu'à des professionnels, mais surtout à des passionnés. Voici donc pour le sommaire. Avant d'aller plus loin, et il est encore temps, je vous souhaite au nom de toute l'équipe Carter et Piston une merveilleuse année 2023, en espérant vous trouver en pleine santé, avec un maximum de projets, un maximum de balades, seul ou entre potes. Alors pour cette émission, je me trouve dans un endroit un peu secret. Je suis chez Michel Bertrand. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Ça va? Super bien, quand tu es là, tout va bien. Où sommes-nous? Ah, mais on va quand même dire la ville, on est à Andenne, la cité des oursons. D'accord. Et un endroit secret, comme tu m'as demandé de le dire. Oui, mais bien sûr, parce que quand on voit les merveilles qui nous entourent, il vaut mieux que ça reste secret. On va en reparler évidemment durant toute l'émission, mais c'est ton petit jardin, ça, ici. C'est mon havre de paix, c'est là où je me ressource, avec toutes mes copines. Voilà. Ben fidèles. Ouais. Ben, c'est génial, parce que quand on a autant de belles copines, malgré tout, ta femme n'est pas jalouse. Ah non, on n'est pas jalouse, mais elles sont très discrètes quand même, cette ici. Oui. Ouais, mais elles sont toujours d'accord. Alors, ça Michel, fait un tour. Tu as un long passé et un héritage professionnel qui est dans la boulangerie. Ah, mon grand-père était boulanger. Oui. Ton papa était boulanger? Mon père était boulanger et je suis devenu boulanger aussi. Et toi, tu es devenu boulanger. On verra que dans ton havre de paix, tu as même reconstruit en fait un atelier de boulangerie, exactement, dans lequel tu te fais plaisir et tu fais plaisir à tes copains. Et je me fais plaisir, je fais la saison des cougnous et puis quand j'ai envie, quand je prends une crise de boulangerie, ben je fais ce que j'ai envie et je suis bien. Alors, je me ressource. Bon, pour préciser, parce que tout le monde ne sait pas peut-être, mais le cougnou c'est quoi? C'est cette petite brioche en forme de petit Jésus, oui, hein, dans laquelle ça ressemble un peu à un kramiq, donc c'est-à-dire c'est une pâte relativement molle avec du sucre et des raisins. Sucre raisin, oui, avec du bon beurre. Et que du beurre. Ben oui, sinon c'est pas bon. Que du beurre, il y a le beurre qui compte. Michel, on est entouré de motos assez exceptionnelles, mais il y en a quand même une qui est exceptionnelle par rapport à toi, ton histoire et l'histoire de la famille. C'est la machine qui est là, à côté de nous. Elle est dans la famille depuis quand? C'est une moto de 1946 que mon père a achetée juste après la guerre. A fait sa jeunesse avec, a fait son voyage de noces en 1950. Qu'est-ce qu'il a? Il est allé où? Il est allé, oh là là, c'était un voyage de la Ramca, Royal Automobile Club Andonnais. Il est allé en Venise, il a fait Milan, Venise, il a fait toute la Côte d'Azur. En 1950? En 1950, j'ai encore toutes les photos, avec ma maman, naturellement, parce que c'était le voyage de noces. J'ai des magnifiques photos. C'est une moto symbolique et qu'on a toujours gardée. Oh, il y a des anecdotes, hein. Elle a manqué de partir une fois ou deux parce que un amateur était venu mettre un prix de fou quand elle était en hibernation, comme on peut dire. Et je peux le dire parce qu'il y a prescription, je disais que le moteur, quand je voyais que quelqu'un était vraiment intéressé, je disais que le moteur était cassé. Mais je dis, ne le dites pas à mon père parce qu'il va être fâché. Je dis, je vais ramasser la trempe de ma vie, si jamais il le dit. Et cette moto-là est restée, donc c'est qu'elle devait rester parmi nous. Et elle est toujours là, et mon fils m'a toujours promis qu'il ne la revendrait jamais non plus.
Ah, c'est Voilà. magnifique. Mais tu roules encore avec cette moto? Ah, cette moto-là, elle fait en moyenne encore 4-5 000 km par an. D'ailleurs, je viens de recevoir aujourd'hui pour le club historique de Liège, avec les frères Bovy, que vous connaissez. Oui. Le Liège-Ljubljana, on fait 3 500 km. C'est un gros rallye européen qu'on fait tous les 2 ans. Avec cette moto-là. Ça, c'est incroyable. Cette moto, à peu près, j'ai encore fait une façon au compte, parce que ce compteur, comme près 100 000 il tourne, elle a à peu près 300 000 km. Cylindrée? 750, latérale, D'accord. soupape latérale. Alors ça, c'est une moto quand même qui est hyper recherchée par les amateurs de Harley. Oui, c'est fort, surtout celle-là, hein, surtout la militaire. Ah oui, on a une militaire. Ça, les vrais militaires, ça vaut beaucoup. Ouais. Ça, celle-ci, elle a beaucoup d'importance, elle a beaucoup de valeur parce que c'est une vraie civile de 46, après la guerre. Ouais, c'est quand même On n'en trouvait pas. Parce que C'est ça très- valait quand même un prix conséquent écoute, à l'époque. Je vais le retrouver, justement. Oui, tu m'as montré ce papier-là. C'est Il avait donné extraordinaire. une enveloppe, parce qu'à prescription, il avait donné 10 000 en noir, ça il me l'a toujours dit, et il a payé 32 500. Donc il a presque payé 42 000, il a payé 42 500 cette moto, et une maison après la guerre en 46, c'était 110, 120 000. Donc on en c'était trouvait, c'est une fortune. la moitié ou le tiers du prix d'une maison. Ouais, voilà. Donc Ben, c'était des motos qu'on ne voyait jamais. C'était Ouais. exceptionnel de croiser ça. C'était très rare, oui. C'était très rare. Surtout qu'on a fait ce voyage de noces, il dit toujours, pourtant après la guerre, à Milan, les Italiens lui prenaient sa moto. Hein. S'il n'était pas arrivé à temps, Ah oui. on partait avec. Ben, il y en avait avec des Vespa. Ah oui, forcément. Alors- Ça faisait envie. Mais c'est une moto que j'ai fait ma jeunesse avec. Hein. Je suis descendu 3-4 fois la Côte d'Azur avec ça. Avec cette moto. Hein. Et elle roule encore. Hein. Moi, tu m'as laissé m'asseoir dessus. C'est d'un confort royal. Hein. Ouais, il n'y a pas de suspension en arrière, il y a des gros ressorts, le siège est très souple. Et il y a un axe dans le cadre. Maintenant, si on regarde une Honda, l'autre ici, c'est autre chose. Mais il y a 80 ans de différence. Hein. Ouais. Il y a, dans 80 ans, ça tourne toujours, Ouais. que celle-là ne tournera plus. Hein, Ah, c'est je pas dit suppose. dans la chanson, effectivement. Ah ouais. Ça, une clé à molette, et quelques morceaux de fil de fer et 2 bougies et vis platidées, tu fais le tour du monde. Hein. Ouais. On va évidemment parler de toutes ces merveilles qui nous entourent, parce qu'il n'y a pas que celle-là. On a déjà évoqué la militaire, mais il y en a d'autres qui sont derrière nous. On va rester, Michel, dans le monde Harley-Davidson, et on va découvrir un artisan graveur, qui vient de l'école de l'armurerie liégeoise, les graveurs sur armes, et qui fait des choses exceptionnelles avec les motos. On va découvrir Michael Delva. Alors ce qu'on entend n'est pas le bruit d'un pivert. Je suis chez Michael Delva, un véritable artisan, un véritable graveur. Graveur sur arme qui est une grande tradition ici évidemment du côté liégeois. Mais Michael s'est spécialisé dans un tout autre domaine. Et là, il est en train de graver un cache-culbuteur d'une Chevelle de 1977. On voit le travail minutieux évidemment que représente l'artisanat de Michael, et on va découvrir son travail et on va découvrir Michael tout au long de ce reportage. Michael, bonjour. Bonjour Thierry. Incroyable. Moi, je n'ai qu'un mot à la bouche, c'est ça. C'est de voir un vrai artisan qui sort de ses mains des œuvres d'art, parce que ce sont vraiment des œuvres d'art. On va avoir l'occasion de faire un peu le tour de ta production. Mais c'est pas quelque chose, en fait, qui vient d'arriver dans la famille. Il y a une longue tradition chez toi. Oh, donc chez nous, ça fait presque 80 ans que c'est dans les gènes de la famille. Mon grand-père était armurier, mon père monteur à bois, et ma fille aînée est justement à l'école aussi de Léon Mignon, donc l'école d'armurerie, et elle y apprend la bijouterie maintenant. Donc on a l'artisanat vraiment dans les gènes. On a ça dans le sang, comme on dirait l'expression. Oui, donc cette formation Léon Mignon, ça Oui. prend combien de temps? Ça prend 7 ans en moyenne. Donc j'ai fait première, deuxième année en fine mécanique. Donc j'ai appris l'usinage, tourner, fraiser, limer.
Puis ensuite, j'ai fait 3e, 4e en gravure bijouterie, où là, tu touches donc la gravure, la bijouterie, tu apprends le fait à l'image, les soudures, fines soudures, etc. Tu as beaucoup plus finement. Et j'ai pris ma spécification en 5e année, dans laquelle je suis rentré vraiment dans la gravure, à proprement dit. Et là, j'ai fait 3 ans donc de gravure. Et j'ai été engagé en cours d'année par une armurerie qui avait déjà entendu voilà, de bouche à oreille mon travail. Donc, un coup de patte, comme on voit ici. Oui. Ça ne vient pas du jour au lendemain, il y a un apprentissage très long. C'est un apprentissage permanent et encore à l'heure d'aujourd'hui, après près de 30 ans de pratique, je continue, parce que je gravais déjà avant de commencer en classe et je continue à apprendre et à m'adapter. En fait, la gravure, traditionnellement, c'est une gravure sur arme. Oui. C'est comme ça que la majorité des gens connaissent le métier et connaissent les productions des armuriers liégeois, des graveurs sur armes liégeois. Il y a une longue tradition dans la région. Toi, par amour de la moto, j'imagine, tu t'es lancé dans le monde des bikers et là, tu fais des productions assez incroyables sur des moteurs de moto. Maintenant, ici, la petite particularité, donc nous sommes rentrés dans la période, que tout le monde regrette, la période Covid. Et à ce moment-là, sur un coup de tête, mon épouse m'a offert généreusement une Harley Davidson. Et je voyais sur le forum que certains customisaient justement dans différents pays leur Harley. Et mon épouse me dit, étant donné que tu es graveur, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ta moto? De là, j'ai fait donc mon cache d'embrayage. Et de là, en le postant simplement sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur, des demandes, des requêtes. Et alors, j'ai pris un registre de commerce complémentaire afin de pouvoir faire ça librement. Et de fil en aiguille, la situation en est que voilà, je suis la personne que vous connaissez maintenant sur les réseaux et quelques abonnés qui me suivent en permanence et qui sont demandeurs de mon art. Alors, tu t'exposes en fait, tu exposes ton travail dans différentes conventions, dans différentes concentrations, principalement de Harley, puisque on est quand même assez orienté dans le monde du custom, bien sûr, puisque c'est eux qui en général doivent être la base de ta clientèle. Maintenant, je ne suis pas fermé parce que je suis ouvert à toutes les marques, donc tu viens avec une Suzuki ou même, peu importe, j'ai travaillé sur différents modèles, Suzuki, Triumph, Moto Guzzi, tu viendrais même avec une Vespa. Tout ce qui est métaux m'intéresse, donc il n'y a pas de souci. Ce sont toujours les armes, je travaille aussi toujours les armes, les couteaux, etc. Mais je ne reste pas fermé à Harley. Maintenant, bien entendu, la clientèle Harley Davidson est vraiment la plus propice, la plus intéressée à ce type de travail. On va plus facilement graver une Harley qu'une Kawasaki Ninja par exemple. Maintenant, je peux tout à fait le faire parce que le principe est le même, le carter est le même. On part sur de l'aluminium, simplement. On le met à nu, on le polit simplement et on peut faire. On a les mêmes contraintes sur un carter en aluminium, un carter en magnésium, sur certaines machines un peu plus exceptionnelles. Il faut juste s'adapter. Le principe est tout à fait le même. Je peux graver tout à fait de l'inox, etc. Tous les aciers sans aucun problème. J'ai différents outils donc avec des pointes et des duretés différentes. Bien sûr. Mes outils, donc c'est un héritage familial principalement. J'ai dû adapter selon mes techniques et le travail que j'exerce maintenant, les outils différemment. Mais je veux dire, j'arrive à tout faire. La seule chose que je pourrais faire, mais que j'évite, parce que je déconseille toujours à ma clientèle, c'est graver sur du chrome. Pour la simple et bonne raison que je ne peux garantir la qualité du chromage. Oui, le chrome c'est une pellicule, c'est pas toi qui l'as fait. Pour moi, le chrome, c'est un peu de la carrosserie, c'est de la peinture. Donc si tu attaques ton chrome, je ne peux pas te garantir qu'au long terme, le chrome, lui, ne va pas partir. Ma gravure va rester inadvertable pour les années à venir. Il restera en tant qu'on prend soin, ça ne bougera jamais. Mais voilà. C'est la seule chose, ça, que j'évite. Les chromes et les couleurs, j'évite au maximum. Alors, on a vu ici, au début, dans les premières images, que tu gravais un cache-culbuteur d'une Harley, d'un Shovel. On va regarder d'un peu plus près la préparation, en fait, de ce travail, sur lequel tu as tracé d'abord peut-être au feutre ou quelque chose comme ça, et puis à la pointe sèche, je crois, pour garder la trace. C'est bien ça. Et puis tu vas graver en fait l'ensemble de ce cache-culbuteur. On ne se rend pas compte, mais ça va prendre combien d'heures? Alors ça c'est la question piège. Je ne sais jamais dire le nombre d'heures que ça prend, parce que pour la simple raison, je ne me chronométrerai jamais. D'accord, donc c'est pas évident de dire à un client, ça va te coûter autant ou ça va te coûter autant. Je fais un forfait. D'accord. Je ne regarde pas au gain,
Déjà, le trail, c'est vraiment mon hobby, ma passion. D'accord. Donc je ne cherche pas à m'acheter une Ferrari. Pas du tout. C'est pas mon. Je suis pas persuadé que ce soit voilà, c'est pas une mon finalité. Mais je veux dire, c'est vraiment un passe-temps. Ne fût-ce que dessiner, déjà, ça m'occupe l'esprit. Est-ce que tu en vis déjà? Oui. Ça me plaît énormément ce que je fais. Voilà, quand je travaille vraiment, entre guillemets, pour le plaisir, et c'est juste voilà, avoir un toit au-dessus de ma tête et remplir le frigo. Et on va tout d'abord rester dans l'atelier et tu vas me montrer quelques pièces qui sont exposées dans l'atelier. Ah, on a King Kong en fait, c'est ça? C'est cela, oui. Alors bon, quand on voit en fait la qualité et la précision de la gravure, les milliers de coups de marteau que doit représenter une œuvre comme celle-ci, parce qu'à la limite on lui compte les poils. Exactement. Hein, on me déplace de quelques centimètres. Et là, on a une représentation biblique avec Jésus qui est gravé là. Donc en fait, l'inspiration est, un, sans limite, et deux, elle est aussi inspirée. Et ça vient évidemment d'une demande de tes clients. Oui. Donc en général, je réalise à la demande du client ses souhaits, il me dit un peu son passif, son historique, où ça partira sur son tatouage, son chien, ses enfants, etc., ou son hobby. Et quand tu dis pièce unique, il est évident que quand on voit une pièce comme cette poignée de frein ou d'embrayage, il est certain que refaire exactement la même, c'est déjà impossible. Une idée, un projet, contactez-moi. Voilà pour Michael, un artiste à découvrir et un gars très attachant. Michel, il y a plein de trésors quand même ici, dans ton havre de paix, dans ton petit jardin secret. Il y a quand même, juste à côté de moi, cette Harley militaire. Alors, ça, c'est quand même assez exceptionnel d'en voir une dans cet état-là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est vraiment en bon état. Mais comme j'avais la Jeep Willys qu'on ne voit pas, qui est là dans le coin, ben je dis, il lui faut quand même sa copine aussi. On les appelait les Liberators. Ils sont arrivés donc après au débarquement, donc même un petit peu même avant. Et Harley, on a fait un paquet. Je crois qu'ils ont fait à peu près 80 000 motos. Mais il y en a quelques-unes qui sont dans le fond de la mer. Ils en ont laissé beaucoup sur le bord des routes. On les a négligés. Après, on en a fait, si je vais déjà aller un peu plus loin, des civils, avec cette base de moto. D'accord. Il y en a 3 ici. Ça, c'est une vraie civile, mais ils ont civilisé les militaires, comme on peut dire. Et c'est vrai que c'est mieux de les rendre ou les restaurer dans leur état d'origine. Et on retrouve encore les pièces qu'il faut. Oui, on retrouve des pièces. Là, derrière nous, il y a d'autres motos donc, qui sont d'anciennes militaires. Exact. Qui ont été civilisées, mais que tu vas remettre en militaire. Ah, que je vais remettre en militaire. Ah, ouais. Elles ont plus de valeur. Et puis, les collectionneurs aiment mieux l'authenticité, le jus, comme on dit, j'aime dans leur jus. Ouais. Donc, c'est une militaire, il y a les cartes, il y a les papiers d'immatriculation militaire. Il faut les remettre en militaire. Ouais. Une militaire dans il y en a une dont j'adore la couleur, c'est la bleu ciel qui est là derrière. Là, c'est un peu spécial, celle-là. Ça, c'est une 1200 UL. Ça, c'est une vraie civile de 42, donc elle a 80 ans. En compte, si on pouvait encore être comme ça à cet âge-là. Ouais. Ben on est comme ça. Hein. On est comme ça. Oui, c'est vrai. On est même donc mieux. 42. Donc 42, elle a 80 ans. A continué à faire de la moto civile pendant la guerre. Mais c'était juste pour le marché américain. Pour le marché américain, ça, ce sont des 1200 UL, oui. Oui, ils en ont même fabriqué encore des civils, mais il y en a beaucoup de militaires qui ont été exportés. On ne fabriquait plus, même un peu partout dans le monde. Parce qu'en fait, celle de ton papa, c'est une 46, mais en 750. 750. Ce sont les mêmes moteurs. OK. Ce sont les mêmes moteurs, avec débrayage au pied. Attention, il faut bien dire. Vous avez le débrayage au pied là, vitesse au réservoir, l'avance, il faut se battre, faut comprendre le fonctionnement du moteur. Quand le moteur souffre, on coupe un peu l'avance. C'est des choses qu'on c'est plus loin, ça. Hein. On expliquera ça plus loin. Mais cette 1200, là, elle est quand même assez fantastique. Mais tu me disais tout à l'heure, un peu hors caméra, que c'était une moto un peu piégeuse. C'est une moto un peu dangereuse.
Pour moi, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont bien cassés la figure avec, parce qu'elles étaient aussi pour la police, et elles sont très basses, elles touchent. Elles touchent. Et on les montait sur sidecar aussi, avec sidecar, mais j'ai bien de me promener, mais je sais où je roule avec. Ouais, si je vais Andenne-Dinan, je connais la route. Mais je me suis déjà fait des frayeurs quand il y a une bosse ou une bordure. Oui, parce qu'on est sur un rigide là aussi. Ouf, oui, en plein dedans. Plein dedans. Et le moteur est très puissant pour le freinage. Ah oui, aussi. Ah oui, ils ont surdimensionné le moteur. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, les seuls souvenirs que j'ai d'Harley-Davidson, c'était la police. Enfin, qui avait d'ailleurs un bleu qui ressemblait fort à celui-là. Quand mon père a acheté cette moto, elle était bleue comme la police. Et quand je l'ai, on l'a restaurée, on l'a peint et tout, on m'a dit, tu n'as vraiment pas mis la couleur qu'il fallait. Mais c'était un bleu mat. Oui. Donc on a mis qu'elle soit un peu, mais on est resté dans le bleu. Mais c'est vrai que le bleu, c'est un bleu plus pâle. Et tu me dis que les motos étaient dangereuses. Évidemment, on était à une autre époque, mais moi j'ai un souvenir. En fait, je suis devant l'ancienne gare des Guillemins. Je suis gamin. Le rond-point, qui est maintenant un peu déplacé, existait évidemment déjà. Et c'était que des pavés. Et j'ai vu arriver un motard de la police. Et en fait, il est rentré dans le rond-point. J'ai eu ça en Anvers. Hein. Il s'est pris un billet par terre. Ça n'a pas traîné, quoi. Donc voilà, respect quand même à tous ces gens qui ont fait des kilomètres et des kilomètres à moto pendant toutes ces années-là. Et encore maintenant, prendre ça et descendre dans le sud de l'Europe, bravo. C'est des motos piégeuses, hein, parce qu'il n'y a pas de suspension en arrière. Donc quand vous freinez et que vous avez une petite bosse, le pneu se lève. Et quand vous freinez, le pneu se bloque. Et quand vous retombez, il faut lâcher le frein tout de suite, hein, sinon zip. Ah ouais, c'est parti. Hein. Ah ouais, c'est là. En Anvers, j'ai volé 2 Fansomankis avec les rails de tram, ça, les pavés, près de la Kaiserlei, gare centrale. Ça, dès que c'est mouillé, c'est du verglas. Il faut être un peu acrobate, savoir comment... Mais c'est un magnifique atelier, tout le monde rêve évidemment d'avoir des endroits comme ça, avec autant de merveilles qui nous entourent. Mais un atelier, c'est aussi des histoires de vie, des tranches de vie. On en voit ici un peu partout. Il y a des cadres, il y a des photos de ta maman, de ton papa, des voyages qu'ils ont faits, des amis et des amis disparus. Et là, juste derrière moi, il y a une magnifique coupe. Voilà. Peut-être qu'avec ça, tu n'es jamais seul dans ton atelier. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Quand je viens, je lui dis bonjour tous les jours. C'est la coupe d'André Malher. Pauvre Dédé qui vient de disparaître il n'y a pas longtemps. Qui est parti, André Malher, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Dédé, que je pense toujours qu'il est toujours là. Et c'est une coupe, c'est quoi? C'est Anatolia en 84, champion du monde. C'est sa coupe de champion du monde de 1984. C'est Anatolia en Italie. Mon papa était même là aussi. Et elle est dans ton garage? Elle est tissée, avec sa belle photo. Voilà. Et je le vois tous les jours quand je viens. C'est notre Dédé. C'était un ami proche à toi? Très, très proche. Avec Jean-Claude Laquet, qu'on n'oublie pas non plus, qui s'est occupé de lui, qui a fait de la moto avec lui en 500. Oui, tout à fait. Et Dédé était un grand champion, il était 2 fois champion sur sa moto et dans sa chaise. C'est un homme fabuleux. Je lui demandais, ça va? Non, c'est lui qui demandait, ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Il dit, oui, ça va. Alors je dis, je ne vais plus en plaindre, c'est tout. Ça c'est sûr. Non, juste à se taire. Lui, il a eu quand même une deuxième partie de vie assez incroyable, et chaque fois qu'on le croisait, c'était une leçon de positivité, et André, quoi. 32 ans sur sa moto, 34 ans. On est dans son jardin, évidemment. Andenne, son garage était juste ici. C'est son papa, maintenant c'est Rudy, son frère, qui est là. Et puis il habitait à Oui. Moi, j'habitais tout près de chez lui, j'y étais souvent. On n'oubliera jamais cet homme-là. D'ailleurs, on va lui faire une grande fête, j'annonce déjà, le 2 du 4. On disperse ses cendres comme il a toujours désiré, sur la stèle qui était pour la ville de Namur, à la Citadelle, où il a gagné son premier Grand Prix 500 donc sur l'esplanade. Sur l'esplanade, voilà, on essayera d'être présent. Moi, je n'y serai pas, mais on fera en sorte qu'on ait des images de ce moment incroyable, parce que c'est la moindre de choses qu'on lui doit pour le monde de la moto et pour l'homme qu'il était. On s'aperçoit quand même que la mode du vintage, les gens qui refont des vieilles motos, qui collectionnent, ça reste très fort et très vivant. La preuve en est, c'est qu'il y a une quinzaine de jours, j'étais à Marche-en-Famenne, à la bourse de Marche-en-Famenne, qui était un succès phénoménal. Je vous emmène au WEX.
danser sous les lampions tremblants ou s'allonger sur le gazon. Comme des oiseaux dans les buissons, on s'embrassait à chaque instant. Quand on allait à Robinson, les beaux dimanches de printemps. Comme je t'aimais, comme on s'aimait, et puis le soir je me souviens, sous les guinguettes comme on chantait. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va? Heureux de vous accueillir. Bah écoute, et d'accueillir autant de monde dans cette bourse au WEX. Il est 11h moins Il est quart 11h. et ça passe en plein déjà. Ça passe au point. On peut vraiment dire qu'on est heureux. Un club qui organise une petite bourse, enfin, qui a commencé très petite et qui Donc maintenant... vous êtes une ASBL. Nous sommes une ASBL, donc ça s'appelle le Moto Rétro Famenne Ardennes. D'accord. Et notre but est principalement de promouvoir la moto avant 1960. D'accord. Donc nous organisons la bourse, qui est vraiment l'événement phare de notre année, et deux balades annuelles, donc une au mois de mai, une au mois de septembre. Toujours réservé aux motos d'avant 60. Réservé aux motos d'avant 1960. D'accord. C'est vraiment notre fer de lance, et nous l'organisons de telle sorte que même un véhicule de 1910, 12 puisse aussi venir rouler. Ça veut dire que tout est fait pour accueillir ce style de véhicule. Il y a camion balai, il y a service de dépannage, la convivialité, mais ce qu'on insiste surtout, on aime la moto, mais on aime aussi l'amitié et la convivialité. Oui, mais en fait, ça fait partie du monde de la moto. Je pense que ça fait partie du monde de la moto. On est tous des vaccinés oui. au gigoleur de 12. Oui, ou même un peu plus gros quand il y a moyen. Voilà. Oui. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment le bonheur parce que d'abord, c'est l'occasion de serrer des pinces. On est début d'année, ça remplace un peu le salon de l'auto qui est absent cette année, en tout cas au niveau de la moto. Et on voit quand même le monde qu'il y a dans les années. C'est quand même assez incroyable. L'intérêt que suscite encore la collection, la restauration et la remise en marche d'anciennes motos. C'est ça, l'engouement est là. Je pense que certaines personnes ont été privées avec le Covid pendant un certain temps. Et je pense que la spécificité aussi de notre manifestation, je le dis toujours, c'est un club, mais c'est aussi l'amitié principalement et la convivialité. On ne pourrait pas envisager cette manifestation sans convivialité. J'avais ce matin une cinquantaine de bénévoles qui étaient sur le... C'est la question que j'allais te poser. Sur le pas de la porte pour nous donner un coup de main. Mais non seulement c'était 50 qui étaient prévus, mais j'en avais 70. Qu'est-ce que je peux faire pour donner un coup de main? Donc quand on a ça, je peux vraiment dire que c'est réussi. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes que tu vas accueillir aujourd'hui? Je pense qu'on devrait, donc les dames, les enfants ne payent pas. Oui. Ça, je pense que c'est aussi la dame qui partage. Voilà. Et puis je pense que la dame qui vient et qui veut partager aussi un petit peu le plaisir de son mari, je trouve qu'il y a suffisamment d'efforts, bien souvent. Parce qu'il y a quand même, nous avons quelques dames, même au sein du club, qui roulent, mais enfin c'est quand même une minorité. Donc j'attends 2500 d'entrées payantes à peu près. Au niveau exposant, j'ai 160 et des exposants, ce qui fait, si je me fais en mètres courants, pratiquement 1,5 km d'exposants. Donc vous faites x2,5 et ça peut vous donner une petite idée des mètres carrés au sol. C'est la seule organisation que vous faites sur l'année? Au niveau bourse, c'est la seule. D'accord. C'est la seule. Et la date est bien choisie parce qu'on appelle un petit peu aussi la bourse des vœux. Donc c'est la première de l'année. C'est la première de l'année en fait. Et tout le monde l'attend un petit peu. Tout le monde l'attend, oui. Voilà, j'ai parlé de quelques exposants qui ont été assaillis dès l'ouverture, mais avec certains aussi qui ont des trucs, des gars qui prennent des stands mais qui ne déballent rien, mais comme ça ils sont là à 6h30. C'est ce qu'on essaye du jeu. Ça fait partie du jeu, mais on essaye de l'éviter un maximum parce qu'à partir du moment où on est obligé de refuser des exposants, ça pose un problème. C'est un beau. Il faut qu'on ait le ratio entre les exposants qui amènent de la belle pièce et les visiteurs qui viennent pour acheter. Donc si on arrive à avoir, je vais dire, 15, 20 ou 50 gars qui disent je prends 1 mètre ou 2 mètres pour venir exposer, qui viennent sans pièce, ça fait 50 mètres de trou dans la pièce, dans le hall, alors qu'il y a des gens qui paieraient bien volontiers. Voilà, ce n'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est vraiment
qu'il y ait un maximum de pièces à disposition Voilà, des visiteurs. et ça, on voit bien, comme on dit, ça chine. Ça chine, on peut vraiment dire que ça chine. Oui, oui, oui. Alors, tu me parles de motos d'avant 60, ok, mais il y a quand même aussi pas mal de motos exposées qui sont des motos des années 60, 70, voire même 80, qui ont fait quand même la légende de l'histoire de la moto. Oui. D'un côté, on a le bar là-bas qui a l'air de bien fonctionner aussi. De l'autre côté, on a les exposants. On a une exposition de vieux véhicules ici, certains militaires apparemment. Mais voilà, donc cette année-ci, on a voulu faire, c'est la première année qu'on organise une exposition. Un thème en fait. Un thème, parce que les autres années, de nouveau, si on fait une exposition, ça prive certains exposants de pouvoir venir avec de la pièce. Et ici, on a fait, je ne vais pas une exposition minimaliste, parce que les pièces qui sont ici sont quand même 4 pièces d'exception, dont une moto qui a appartenu au roi Albert Ier. Il faut savoir que le roi Albert Ier ne savait pas rouler en moto. D'où les 2 roues devant. D'où les 2 roues devant. C'est un véhicule qui a été fait par la FN pour le roi. Et on l'a retrouvé en Angleterre. Donc le collectionneur qui est propriétaire de ce beau véhicule est ici sur le salon. On voulait faire une exposition sur les 3 roues à moteur FN. Donc voilà, le premier ici qu'on voit en arrière-plan, c'est un véhicule de l'armée belge qui était destiné à être parachuté. Ensuite, c'est un triporteur Spiegel avec un moteur FN M11 qu'ils ont fait à peu près en 500 ou 600 exemplaires, le moteur. Donc, et puis plus loin, c'est un motolivreuse, donc fabriqué à Bruxelles, mais avec un moteur FN d'M70. D'accord. 350. Voilà. Mais le fait de faire un thème, c'est bien. On a croisé tout à l'heure Yves de Manet qui organise quelque chose d'équivalent dans le pays flamand. Tout qui a à beaucoup fait, de succès un ami aussi. d'ailleurs. Enfin, bien sûr, voilà. quelqu'un passionné aussi. Et lui aussi fonctionne sur la base des thèmes. Et je crois que c'est une bonne idée parce que ça permet de ressortir des choses des garages et de les faire partager au grand public. Pascal, merci pour ton enthousiasme. Mais voilà. Merci de continuer à croire que la moto et le moteur thermique a un avenir. On est dans une période un peu compliquée. Mais bon, voilà, il faut faire avec et il faut continuer à se battre pour qu'on puisse encore pendant longtemps rouler avec ce type de machine. Je te remercie. Voilà, une bourse comme celle-ci ou comme les autres, c'est toujours évidemment une magnifique occasion de se replonger dans le passé, de voir des têtes connues, de voir de nouvelles têtes, de gens qui vous abordent pour parler de leur passion ou de la moto qui dort au fond de leur garage depuis des dizaines d'années. C'est toujours un bon moment à passer en tout cas. Et j'y ai même retrouvé mon AC50 de mes 16 ans. Cette machine, je l'avais payée 22 500 francs belges, donc un peu plus de 500 €. Elle est là affichée à un prix absolument incroyable parce que cette machine sort de boîte, n'a jamais roulé, elle a 0 km. Allez, à bientôt. Moi je reviendrai toujours. On va donc continuer cette émission avec le célèbre Dr Grimm. Salut Arnaud. Salut Thierry. Tu vas bien? Ça roule. C'est très bien. Arnaud, on va aborder ensemble le sujet principal de cette émission, le contrôle technique moto qui est devenu obligatoire dans certaines circonstances depuis le 1er janvier. J'ai reçu des dizaines, voire des centaines de messages avec vos craintes, vos questions, vos inquiétudes.
et on va évidemment essayer de vous donner un maximum de réponses, même si vous allez le voir, ce n'est pas simple. Est-ce que tu as déjà eu affaire dans ton magasin, dans ton atelier au contrôle technique? Alors, je n'ai pas encore travaillé sur une moto dans le but de la mettre en conformité pour un contrôle technique, mais j'ai déjà quelques clients qui s'inquiètent et qui me posent des questions auxquelles j'ai un peu difficile à répondre pour le moment. Mais c'est la raison pour laquelle on a fait ce sujet et donc ça avance. Quel est ton point de vue toi, sur le sujet? Mon point de vue, évidemment, j'ai un point de vue un peu tronqué dans le sens où moi, j'ai aussi un atelier moto, hein, dans lequel je vois des motos souvent dans des tristes états, avec des gens qui veulent redémarrer une moto, veulent ceci, veulent juste faire le minimum pour que ça roule. Et puis bon, moi, la moto arrive à peine et directement, je peux voir que les pneus sont au bout de leur vie. Je regarde le DOT, c'est des pneus qui ont entre 10 et 15 ans. Le keychain est rincé, les clignots vont plus, tout ça. Donc, si tu veux, moi, d'une certaine manière... Sur toutes les cylindrées? Oui. Parce qu'il est un fait qu'en dessous de 125 cm3, il n'y aura pas de contrôle technique. Oui. Ce qu'il y a, c'est que j'ai ça aussi avec des 50cc, particulièrement utilisés par des jeunes. Mais j'ai des exemples concrets actuellement dans mon garage avec des motos qui ne sont pas en conformité, avec des gens qui ont le désir de faire le minimum et ne pas la mettre en réelle conformité. Et je dis toujours, c'est le client qui est roi. Moi, je regrette la situation. On fait des devis, on leur dit ce qui est nécessaire, entre guillemets, pour... mais jusqu'ici, ceux qui disent non, c'est non. Alors, on est quand même un peu étonné de se rendre compte quand même que par moment, je crois que d'une manière générale, le parc moto est en bon état, mais il y a quand même certaines personnes qui ne se rendent pas compte du risque qu'ils prennent avec les engins sur lesquels ils roulent. On est bien d'accord, et c'est un faible pourcentage, évidemment. Et malheureusement, comme souvent, il y a les lois qui sont en fait créées pour les mauvais élèves, et parfois on met en place des systèmes tels que le contrôle technique pour un faible pourcentage de gens qui ne sont vraiment pas en conformité et qui sont dangereux pour autrui. Et voilà, c'est ça un petit peu l'histoire de l'humanité et de la manière dont on gère tout ça. Je veux dire, on fait des lois pour les mauvais et malheureusement, il y a un peu tout le monde qui en pâtit. Maintenant, moi, de mon côté, je trouve que... Alors, je sais qu'il y a ça fait débat, il y a beaucoup de gens qui tapent sur la table, qui hurlent « Ouais, c'est un scandale, c'est une machine à pognon. » Il faut relativiser. S'ils étaient de temps en temps avec moi dans l'atelier face à certaines motos, je pense qu'ils changeraient d'avis. Et voilà, donc je pense que du niveau professionnel, je pense aussi que, il faut se rappeler que ces dernières années, pour les ateliers moto, c'est un peu compliqué, vu qu'il y a eu le corona, donc les gens ont moins roulé, il y a eu beaucoup de choses. Il y a aussi l'évolution de l'électronique qui fait que les petits garages, les petits ateliers ont un peu plus difficile. Et je me demande si, en tout cas pour des petits ateliers dont je fais partie, ce ne sera pas aussi une occasion d'un petit peu embellir l'activité et de devoir retaper des motos peut-être. Ça va donner du boulot dans les garages, en tout cas, ça c'est sûr. Et je pense que ça c'est peut-être le côté positif. Alors certains se diront c'est toujours la même chose, le client va dire ouais mais c'est eux qui gagnent de l'argent, ceci, cela. Moi je dis avant tout que les motos qui vont nécessiter des investissements argent pour les remettre en conformité sont des motos qui seront plus saines sur le parc. Et donc, on va... Surtout dans le cadre où c'est obligatoire, c'est-à-dire en cas de revente. Bon, en cas d'accident, je suis un peu partagé là-dessus parce que je peux aussi très bien tomber tout seul, réparer ma moto et personne n'en saura jamais rien. Est-ce que le professionnel moto doit déclarer ça quelque part? C'est encore relativement flou. Alors bon, écoute, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris rendez-vous dans une ligne agréée contrôle technique, évidemment, avec les responsables techniques, avec les responsables communication, mais aussi avec les agents de terrain, afin d'assister en direct à des passages de véhicules, de motos, au contrôle technique. Et j'ai amené des motos qui sont vraiment des cas particuliers, parce que c'est un peu ce qui fait la difficulté de la chose, c'est que la moto, contrairement à la voiture, il y a beaucoup de cas particuliers, parce qu'on a changé ceci, on a changé ça, est-ce que c'est toujours conforme ou pas, les années, les certificats de conformité. Bref, c'est une matière assez compliquée. C'est une directive européenne. On est obligé de s'y plier. On n'est pas parti dans la mesure la plus rude, mais on y est quand même. Alors, je vous propose de découvrir ensemble ce long sujet magazine sur le contrôle technique.
Depuis ce 1er janvier, le contrôle technique moto est devenu obligatoire sous certaines conditions. Le monde du 2 roues redoutait cette prérogative européenne et se pose beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Je me suis donc rendu dans un des centres de contrôle agréés en Wallonie afin d'y rencontrer les responsables, assister à un contrôle réel et poser bon nombre de questions. Pierre-Laurent Fassin, bonjour. Vous êtes le porte-parole du groupe Autosécurité et à ce titre, on a besoin un peu de vos lumières pour éclaircir la nouvelle loi qui est passée depuis le 1er janvier, c'est-à-dire le contrôle technique moto. Oui, suite à une directive européenne, eh bien, certains types de catégories L doivent passer au contrôle technique à 2 occasions, quand il y a une revente du véhicule à un tiers ou bien après un accident. Tous les véhicules moto et 2 roues ne sont pas concernés puisque cela concerne les motos, tricycles, quadricycles de plus de 125 cm3. Ce qui peut se produire, c'est qu'on ait même une voiture sans permis type Exam qui puisse passer un contrôle technique ici. D'accord, dans le même cadre que la législation moto alors? Oui, tout à fait, puisque même si c'est 4 roues, eh bien c'est compris dans la catégorie L et de la catégorie qui est contrôlée après accident et pour une réimmatriculation depuis le 1er janvier. D'accord, on va assister dans quelques minutes au passage d'un client, on va dire ça comme ça, qui vient présenter son véhicule à l'autosécurité. On verra un petit peu la manière dont ça se passe, quels sont les éléments qui sont contrôlés. On aura affaire au responsable de la ligne et au chef de la station qui va un peu nous démystifier le problème. On verra aussi un peu plus tard qu'on a amené un peu 2 cas particuliers parce que beaucoup de questions se posent évidemment. Le parc moto est un parc qui est, on va dire, un peu plus capricieux que le parc voiture parce que beaucoup de monde travaille sur sa moto, la transforme, l'adapte. On fait un peu de compétition avec et dans ce cadre-là, on a parfois des cas un peu particuliers. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois. Oui, bien sûr, c'est un contrôle qui a débuté le 1er janvier, mais le cadre est déjà bien délimité. Il y a peut-être quelques réflexions qui vont arriver pour améliorer les choses en discussion avec le SPW, évidemment, qui est notre autorité et qui délimite la réglementation. Donc ce sera en discussion et en fonction des premières infos, des premières remarques que l'on peut retirer sur les premiers contrôles. Mais on remarque déjà que ce contrôle est très utile, puisqu'il y a déjà pas mal de refus, de cartes rouges pour des problèmes assez importants, tels qu'une roue mal fixée sur une fourche, ou bien des feux de stop qui ne sont absolument pas présents sur un véhicule. Ok, d'accord. Donc on peut évidemment juger de l'utilité du contrôle, ça c'est une chose. On peut craindre ou espérer, de toute façon c'est une directive européenne, un contrôle périodique dans les années à venir. Alors ça, de nouveau, ce n'est pas à nous, groupe Autosécurité, qui effectuons le contrôle à le décider, mais c'est clair que c'est dans la législation européenne, à voir maintenant comment le législateur belge va pouvoir transposer cette partie-là de la directive au niveau des arrêtés de la réglementation wallonne, puisque c'est régionalisé. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. D'accord. Une dernière question en fait. Les agents chargés du contrôle moto ont-ils subi une formation particulière? Alors, une formation particulière par rapport au contrôle technique moto, mais chose importante et capitale, c'est que notre direction a souhaité que tous les contrôleurs qui soient sélectionnés pour ce contrôle moto soient motards confirmés. Il n'était absolument pas question que des inspecteurs non motards ne puissent effectuer ce contrôle, puisqu'à un moment donné, vous le verrez, l'inspecteur doit prendre en charge le véhicule, comme c'est le cas pour les voitures, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, on a voulu évidemment que ce soit des motards confirmés. Ça doit rassurer tout le monde. Et franchement, on a bien sélectionné et nos inspecteurs sont vraiment compétents. D'accord. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. On va assister maintenant à un contrôle et on va voir la manière dont ça se passe. Merci. Merci à vous. Bon, alors voilà, ici on est sur une moto qui se présente, un scooter en l'occurrence. Oui. Quelles sont les premières vérifications? Numéro de châssis, donc l'identification du scooter. On va vérifier l'identité du scooter avec le numéro de châssis, ainsi que la plaquette d'identification en fonction des papiers de monsieur. D'accord. Ça c'est le premier contrôle, on va appeler ça administratif. Voilà. Donc là on vérifie les certificats de conformité. Oui. D'accord. Et en fait ce certificat de conformité, il y a quand même des modèles un peu plus anciens qui eux n'en sont pas munis. Comment on fonctionne alors? C'est un numéro de PVA belge, donc une agrégation nationale. Et là c'est en fonction de l'agrégation. On a des données dans un programme bien spécifique et là on va rechercher les données alors dans le programme. Ok. Voir si c'est le bon véhicule qui correspond bien au bon papier. Alors, est-ce que c'est toujours facile de trouver le numéro de châssis? Non, justement. Ici, donc, sur la convocation, il est noté que le numéro de châssis doit être bien lisible. Donc, le propriétaire, normalement, devrait
savoir où se trouve le numéro de châssis, mais c'est pas toujours le cas. Absolument. D'accord. On s'aperçoit ici qu'en fait la moto c'est tout est caréné. présentée avec une plaque qui n'est pas une plaque format moto en tout cas. Oui. Est-ce que c'est parce que la plaque est présentée avec la moto pardon est présentée avec une plaque provisoire qui n'est pas la sienne? Voilà. Donc en fait, c'est un possible. véhicule qui est présenté au contrôle technique, une moto présentée au contrôle technique, doit être couvert d'une immatriculation officielle. Même Donc peu provisoire importe, d'un autre voilà, véhicule. c'est Voilà. pour qu'on puisse tracer le véhicule si on doit rappeler le client ou faire une recherche sur la personne ou qu'on devrait recontacter par après. Avec le numéro de plaque qui est présent dessus, on a l'identification du propriétaire de la plaque. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que je pourrais aussi, est-ce qu'il est possible, tiens, j'achète une moto d'occasion, elle n'est pas immatriculée, je la mets sur une remorque, je viens la présenter au contrôle technique. Oui, mais il faudra une plaque sur la moto. Ah d'accord, Il faut que le véhicule soit traçable. d'accord. Ok. Quelle va être l'étape suivante? Réglage phare. D'accord. Là, on va directement au réglage phare. Ok. Maintenant, Est-ce que le réglage se fait à vie avec le propriétaire dessus? propriétaire dessus. D'accord. Voilà, donc on fait bien avancer la moto pour le contrôle phare sur les grilles. Voilà Didier, tu peux nous expliquer ce qui se passe maintenant? s'il te plaît? Donc maintenant, on va réaliser le contrôle des phares. On a une projection ici dans notre luminoscope. Ici, c'est parfait. Voilà. On peut mettre le feu de route. Ok, parfait. Vous pouvez couper les 4 clignoteurs. On en profite pour contrôler également les petits feux. Voilà. Clignoteur à gauche, oui. Alors on peut freiner à la main. Ok. Clignoteur gauche. Droite. Ok. Vous pouvez passer ici dans la zone près de mon collègue. On vient de voir le contrôle phare. Oui. Alors, il est un fait qu'une moto est un véhicule qui est soumis en permanence à des changements d'assiette. Donc c'est quand même beaucoup plus fin de contrôler un phare sur une moto que sur une voiture. Tout à fait. Donc ici, on est quand même un peu... Vous avez un peu de tolérance? On a une marge, hein, oui, oui. Là, donc on a la même marge que les voitures. D'accord. Maintenant, en fonction du conducteur et de sa position aussi sur le siège, on demande une position normale. D'accord. Parce qu'il n'est pas toujours aisé, évidemment, en fonction, oui, effectivement, du conducteur, de l'état des suspensions. Bon, quand une moto freine, elle plonge. Quand une elle moto accélère, elle lève, donc c'est très compliqué. Je pars en week-end ou en vacances avec madame et je cherche ma moto. Mon réglage phare n'est plus du tout dans les normes, on est bien d'accord. Comme une voiture. Ouais. Mais c'est moins sensible quand même sur une voiture. Oui, même si vous mettez 3 personnes et des bagages dans le coffre, vous partez en vacances, vous allez aussi avec les rétros. Donc voilà, c'est pour ça que la tolérance est d'application. Et ici, l'optique, il est parfait. On peut vous montrer la photo d'ailleurs sur l'écran si vous voulez. D'accord, comme on va ça. jeter un coup d'œil. Quelle est l'étape suivante? Alors ici, on va faire le CO D'accord. en fonction de l'année du véhicule et le test au sonomètre. Et le sonomètre se fait à l'intérieur du C'est un bâtiment? sonomètre statique. Donc on prend d'abord, c'est un fast-pass Oui. qui va nous donner un indice sur le niveau de son, de D'accord. décibels. Si maintenant le test fast-pass ne passe pas, on va à l'extérieur dans une zone bien prédéfinie et là alors on mesure. Pour éviter les réverbérations. Voilà, on prend le son extérieur, neutre, puis on démarre le... Mais ici c'est un automatique donc il est exempté. Ah oui, d'accord. Oui, forcément. Ça bouge trop fort et... Bien sûr. Ok. Mais sinon, tout ce qui est à vitesse, on a sur le conformité les dB au régime moteur. On fait... ici, on n'aura que le CO. Tout juste. Non, ici on vérifie la hauteur la hauteur disponible à l'arrière. Non, pas le châssis, là vraiment la hauteur disponible pour aller dans le bas de frein. Donc on a un calibre
Oui, qui n'est pas une hauteur réglementaire. Si la moto est plus basse, on ne saura pas la mettre. Non, voilà. Alors là, on fait un test de frein au décéléromètre. Okay. Ça doit aller, ouais. Tout juste. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est juste. Ouais. Tu vas être un peu plus haut dans le rouleau, hein, mais essaye un peu. Que peu importe ce qu'il arrive, comme pour les voitures, vous êtes assuré en cas de dommage. Oui. Voilà. Okay, c'est vrai que sur des véhicules un peu plus bas comme ça, c'est vraiment tout juste. Donc les scooters avec les béquilles centrales. On fait le test du frein avant. Oui. On va là jusqu'au blocage de la roue. Donc ça se fait évidemment moteur éteint pour ne pas avoir de déclenchement intempestif d'ABS. C'est ça. Voilà, d'accord. Ok, même opération pour le frein arrière. Voilà. Là, on va passer la roue avant. Donc voilà, comme le disait Pierre-Laurent tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'il faut un petit peu d'habitude de la conduite d'un deux roues pour manœuvrer la moto ici. C'est juste à cet endroit-ci qu'on prend le véhicule du client. Oui. Tout ce qui est voilage de disque, tout ce qu'on pourrait ressentir dans la poignée, évidemment si c'est le client qui le fait. Et que, voilà. Oui. Parce que beaucoup de motards nous ont dit aussi, est-ce que vous allez monter sur notre moto, parce que c'est quand même notre moto. Je dis, oui. Enfin, quand on passe la voiture, très peu, mais voilà, la voiture c'est la même chose. Ouais. Mais maintenant, quand ils passent, ben, évidemment, c'est pour vendre ou un achat. Donc, je veux dire, c'est leur moto, mais elle n'est pas encore vraiment à eux, elle n'est pas encore immatriculée. Et puis alors, la direction. Là, pour tout ce qui est moteur tournant, pour tout ce qui est câblage. Si le câble tire un peu, on va avoir les gaz vont monter, augmentation du régime, poids dur dans la direction. Donc, on sait qu'on est au début, on est au mois de janvier, c'est applicable depuis une quinzaine de jours. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se faire avec l'expérience. Oui, tout à fait. Maintenant, en formation, on a eu aussi toutes sortes de véhicules, justement, pour pouvoir faire face à ce qu'on va rencontrer dans la vie réelle. On a eu aussi bien une voiture sans permis, on a eu un tricycle, on a eu sidecar. Ici, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on va la béquiller sur le pont et on va faire tout le contrôle du châssis, contrôle des pneus. Béquiller, c'est toujours à deux. Là, il va la soulever. On va regarder tout ce qui est châssis, plaquettes de frein, suspension. Les motos qui ne sont pas équipées de béquilles centrales, vous avez... On a... normalement, de quoi faire face à toutes... maintenant, beaucoup de concessionnaires nous ont déjà dit qu'ils viendraient eux-mêmes avec leurs propres béquilles. Qui sont adaptés à on a des axes, donc on a un universel et on a les axes pour... faire avec ça ici, parce que les contrôles au niveau du châssis vont se faire à quel niveau? Il y a un test de suspension qui va se faire? Non, visuel. Donc on va regarder les amortisseurs, tout ce qui serait éventuellement jeu dans fourche. Oui, on l'a déjà un peu senti peut-être ici, ça déjà. Hein? Le jeu dans le bras oscillant, le jeu dans tout ce qui est cylindre bloc. On va regarder si on a besoin d'un levier, on a un levier pour aller chercher les jeux éventuels. On est, comme je l'ai déjà dit, à la mi-janvier. Est-ce que vous avez déjà eu en contrôle des véhicules qui présentaient des grosses défectuosités? Une. On a eu un véhicule. D'accord. Vraiment dangereux. C'est-à-dire? Pas de frein arrière. D'accord. Donc liquide de frein présent et la pédale allait à buter. Donc là, même à la main, pédale de frein écrasée, on arrivait à faire tourner la roue arrière librement. Ouais. Si on voit que les disques sont trop usés, on a également l'outillage pour mesurer l'épaisseur des disques en fonction de la norme qui était écrite sur le disque. Ok. Des choses auxquelles, c'est vrai, on ne pense pas toujours. Bon, peu de chance hein, sur un véhicule récent comme celui-ci, hein, on est bien d'accord qu'on ait un souci à ce niveau-là. Oui. Mais ça ne fait pas, c'est pas évidemment ce qui est le plus représentatif de l'ensemble du parc. Non. Beaucoup roulent avec d'anciennes motos.
en général bien entretenu. Il faut quand même dire que les motards sont Le motard, voilà, c'est ça. Le motard entretient vraiment bien son véhicule. Il n'a que 2 roues non plus, donc Voilà. c'est pas... On fait en général attention à Et notre peu importe intégrité. la moto, on a eu vraiment des motards qui font 30 000 km l'année avec des grosses BMW et tout ça. Ils nous ont dit, on est tous les jours dessus. Tous les 10 000 ou 15 000, il était chez BMW. Il m'a dit vidange, entretien, plaquette, on fait tout ce qu'il faut faire, c'est fait. Il dit c'est ce qui me tient sur la route, donc On est bien d'accord. On arrive tout doucement à la fin du contrôle. oui. D'accord. Ok, donc j'imagine que ce monsieur ne va pas avoir de problème pour avoir un contrôle technique satisfaisant avec son véhicule. Apparemment, Ça a l'air bien, oui, en effet. tout avait l'air bien. Oui. Bien, Monsieur Liban, voilà, c'est un nouvel achat, c'est ça et donc vous découvrez un peu votre véhicule et vous deviez le passer. Oui, voilà, je l'ai acheté fin d'année et ici, je suis obligé de repasser pour l'immatriculer. Donc voilà. Quoi. Petite inquiétude avant de venir? Petit, oui, bon, on ne savait pas très bien ce qu'ils allaient demander, mais là, bon, apparemment, tout va bien. Donc je suis très content et pouvoir rouler en toute sécurité aussi. On vous a amené, et pas pour vous piéger, deux motos qui sont un peu des cas d'exception Oui. et qui sont en fait des cas d'exception sans en être parce qu'on a eu beaucoup de courriers à ce niveau-là et on va juste répondre à quelques questions, on va peut-être pouvoir apaiser certains esprits sur ce qu'ils vont faire avec les motos qui sont dans leur garage. Oui. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Comme je te le disais, j'ai amené 2 cas particuliers. Oui. Voilà, on a ici une machine de trial, 2 machines de trial, pardon, une de 1983 Oui. et une de 1958. Oui. Actuellement, ces 2 motos sont immatriculées et assurées. Admettons que je veuille les vendre. Oui. Que dois-je faire pour celle de 1958? Alors, pour celle-là, pas grand-chose, si ce n'est de venir avec la plaque officielle, D'accord. avec l'angle d'inclinaison recommandé de 30 degrés. Ok, parfait. Il n'y aura pas d'examen complémentaire pour que je puisse avoir un rapport de contrôle technique me permettant de vendre cette moto. On aura quand même le contrôle du châssis. Si, on va quand même faire le contrôle. La moto, Administratif, ouais. non, même sur le bord. Hein. Ok. Donc la moto doit pouvoir s'arrêter. Donc Ok. les freins ne seront pas contrôlés par rapport à celle-ci dans le banc de frein. Oui. La moto doit freiner. Donc le conducteur est dessus, il s'arrête pour venir près de nous. On a vu que la moto freinait, c'est en ordre. D'accord. Tandis que celle-ci, elle qui est de 83. C'est valable jusqu'à quelle année l'exemple qu'on vient de donner? Donc celle-ci c'est une 1958. Oui. Celle-ci c'est une 83. 75. On n'est pas- Vous donc êtes à les cheval motos sur avant 75 et après 75. D'accord. Alors bon, ici 1983. Oui. Alors là, là, on a quelques soucis en effet. Donc elle doit être équipée d'un phare, D'accord. d'un feu rouge, Oui. d'un support plaque, de clignoteurs, de rétroviseur. Même si à l'époque il n'y avait pas de clignoteur sur la Oui, moto. oui. Parce qu'elle est aux directives d'après 75. Oui. D'accord. Donc là on est quand même face à un problème pour les possesseurs de telles motos qui veulent la vendre. Pour le moment, oui, en Est-ce effet. qu'on peut espérer avoir peut-être une réglementation un peu différente pour ces motos de compétition en fait? Alors, je vais en profiter pour appeler Monsieur Nélissen. Alors, moi j'ai une question avec Oui, vous dites-moi. qui êtes en fait le directeur technique ici, sur cet exemple bien précis, qui Oui. est une moto de compétition en fait, Oui. qui roule dans le championnat de Belgique, qui est homologuée, qui a une assurance, mais s'il faut la passer au contrôle technique, on a un problème parce qu'il va falloir lui mettre ce qu'on appelle, on va appeler ça un kit légal. Est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir avoir une réglementation qui assouplisse un peu pour ce genre de machine qui est utilisée en compétition, comme on fait avec les voitures de rallye, des cas particuliers pour ce genre de moto? Exactement. Pour les véhicules type trial qui sont immatriculés ou les véhicules type enduro, Oui. nous sommes en discussion avec le SPW pour développer une catégorie compétition D'accord. qui serait équivalente, comme vous avez dit, avec le principe des catégories rallye type 1, type 2 en voiture. Donc ça veut dire que ces motos pourraient rouler sur la voie publique les jours de compétition? C'est une bonne question, je suppose que oui. Oui, normalement, Comme c'est le cas avec une voiture de rallye en fait. C'est ça, oui. Donc en fait, Ouais. donc c'est voilà. Donc le principe ce sera, c'est ça que le véhicule aura un certificat spécifique indiquant que c'est un véhicule de compétition, donc avec une limitation dans la circulation D'accord. et dans le fait de Ok. pouvoir se déplacer. D'accord. Alors j'ai une dernière question qui est technique, mais c'est Oui, votre métier.
ces pneus, normalement, ne sont considérés que pour un usage tout-terrain. Oui. Sur une moto de trial modèle qu'on achète maintenant, actuellement, on a exactement le même type de pneus, avec des kits légaux, donc les motos sont homologuées pour rouler sur la route. Oui. Et pourtant, apparemment, on ne peut pas rouler sur la route avec ce type de pneus. On est un peu dans un non-sens. C'est un peu le chat qui se mord la queue, mais la réglementation est telle que si le pneu a été déclaré comme n'étant pas autorisé, ça fera partie alors dans ce cas-là du certificat qui permettra au véhicule de rouler. Donc ce véhicule-ci, lui, va passer, outre ce contrôle administratif, toutes les étapes que nous avons vues précédemment avec le scooter, c'est-à-dire le test de frein, de direction, et évidemment le contrôle administratif de numéro de châssis qui doit correspondre. Le test de frein, il est fort possible qu'en fait, il ne sera pas réalisé sur le frénomètre, mais il sera réalisé à l'extérieur parce qu'on ne peut pas rouler, on ne peut pas faire un test de frein avec un véhicule avec des cales. Ah d'accord, ok. Donc là, il sera réalisé à l'extérieur avec un frénomètre, décéléromètre, pardon. Tant qu'il fait beau, j'imagine. En effet, oui. En effet, si la météo ne permet pas de faire le test, à ce moment-là, le test n'est pas réalisé. D'accord. Merci. On s'aperçoit quand même qu'on est au début de cette aventure du contrôle technique moto. Beaucoup de questions se posent. Il y en a quand même auxquelles on a pu répondre aujourd'hui. J'imagine que l'expérience va amener aussi pas mal de réponses dans la façon dont vous allez pouvoir appréhender des cas spéciaux comme ceci. Oui, clairement. Voilà. Et comme on dit, l'expérience est toujours la meilleure des écoles. On se reverra peut-être dans quelques mois pour refaire un bilan et se dire, tiens, on a corrigé certaines choses ou on va corriger certaines choses. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions et votre équipe parce qu'on a été inondé de courriers par des gens qui ont très peur de voir leur parc en péril, ne sachant peut-être plus les vendre, alors qu'il y a des solutions. Merci beaucoup. Tout à fait. Voici un dernier exemple concret avec cette 250 cm3 parfaitement d'origine qui se présente avec son propriétaire qui vient de vendre sa machine à une dame. La moto passe sans encombre les différents contrôles administratifs, de contrôle des feux, du sonomètre, du taux d'émission, du banc de freinage, mais lors du contrôle sur le pont, l'agent constate une excessive tension de la chaîne qui ne vaut en fait qu'une remarque au propriétaire. Par contre, un bourrage de fourche fouille et fait couler de l'huile de fourche du côté frein et ainsi répandre de l'huile sur l'étrier de frein. Cela vaut au propriétaire une carte rouge. On a peut-être évité un accident à la future propriétaire. Comme on le voit, le contrôle technique peut être utile et de toute façon, nous ne reviendrons pas en arrière. Nous referons un point dans quelques semaines ou mois afin de pouvoir répondre à encore plus de vos questions. Voilà pour ce sujet brûlant. Alors bon, on comprend que les agents en place sont des gens qui ne font qu'appliquer des directives, c'est des employés, directives européennes. Alors en fait, on va rester très attentif à ce qui se passe sur ce contrôle technique. On aura l'occasion d'en reparler dans les semaines et dans les mois à venir. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être, si vous en avez la volonté, c'est de nous envoyer des mails avec vos questions, des mails avec des retours de passage du contrôle technique avec votre expérience. Je vous promets qu'on va rassembler tout ça, on va cloisonner et reposer les bonnes questions d'ici quelques mois ou quelques semaines. On verra bien un peu de quelle façon les choses vont tourner pour qu'on puisse peut-être faire bouger les choses dans le bon sens ou les faire évoluer. Il est un fait que cette directive européenne sous laquelle la Belgique s'est plus ou moins alignée est déjà d'application au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, où là, le contrôle est déjà périodique. Donc, c'est sûr que ce contrôle technique change la donne et le paysage de la moto. C'est sûr qu'il faudra s'y faire. J'ai peu d'espoir qu'on revienne en arrière, mais on pourrait peut-être trouver quelque chose qui puisse quand même donner de la sécurité, parce qu'on l'a vu quand même qu'il y a quand même des gens qui se présentent avec des motos un peu hors sujet. Mais il y a plein de questions parce que, par exemple Arnaud, on sait qu'il y a des motos homologuées avec le certificat de conformité full origine avec le pot d'origine qui ne passent pas au sonomètre. Oui, il y en a plusieurs, et ça va poser un vrai problème. Nous, enfin déjà, moi je dirais qu'au niveau du contrôle technique, j'espère qu'il y aura un seuil de tolérance. Je pense que, selon moi, toute moto présentée dans une configuration full origine au niveau de l'échappement ne peut pas représenter un risque
de carte rouge, parce que elle a eu un certificat de conformité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une moto full origine, on dit qui fait trop de bruit. Donc, déjà, ça pose problème, parce que ça veut dire aussi que certaines marques homologuent des modèles qui sont homologués, mais en fait, qui ne le sont pas réellement. Donc ça, c'est un premier problème. Nous, en tant que pistard, on connaît le problème depuis des années et des années, parce qu'en fait, nous, on en est même au stade où on met, parce qu'avec l'origine, ça fait trop de bruit, donc ça veut dire qu'on se fait allumer sur tous les circuits de Belgique et de Hollande et de Nord de la France, et on en est à mettre des lignes racing avec des échappements tellement plus longs que l'origine qu'en fait, on arrive à faire moins de bruit qu'avec l'origine. Okay, donc ça, c'est notre situation en tant que pistard pour pouvoir rouler tranquille. Bon, déjà, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Mais par contre, ce qui est inquiétant au niveau du contrôle technique, c'est que forcément, beaucoup de gens ont des pots, juste peut-être un échappement, parfois une ligne complète et tout ça. Et je pense que la seule manière de gérer ça correctement, c'est de faire comme ça se passe au début des journées pistes. Ça veut dire qu'il y a un sonomètre et qu'on tolère à autant de tours minute pour une 1000 et à autant de tours minute pour ceci. La quantité de dB sortie par rapport à un nombre de milliers de tours minute. Et je pense que si ça passe, ben voilà. Sinon, le fait de réclamer des pots, je vais dire, homologués, tout ça, il y a plein d'échappements qui sont installés sur des motos ou qui sont homologués, mais on n'a pas les papiers. Alors, je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est le bruit et les problématiques liées au bruit. Maintenant, il est évident qu'il y a des motos qui font vraiment trop de bruit. Oui, ça c'est sûr. Donc là, il y en a qui exagèrent vraiment. Et je suis pour que ces gens-là doivent diminuer le nombre de dB de leur moto, parce que c'est. Mais écoute, on aime tous le bruit d'un moteur, on aime tous un moteur qui prend du régime, on aime tous un échappement un peu libéré. Moi, j'habite dans une région où j'habite dans le Condro, et le dimanche, à mon avis, dans une rue qui est à une centaine de mètres de la maison, il doit passer 2 ou 3 000 motos par week-end. Franchement, les gars, il y a des moments, non, ça ne va pas. Un peu plus bas, il y a certaines vallées où les habitants doivent rester enfermés pendant leur week-end parce que les motos passent et que, voilà, il faut raison garder pour tout le monde. Et le meilleur moyen, évidemment, de se faire des ennemis, c'est d'aller contre eux et de les déranger et de faire du bruit. On a le même problème en off-road. Je crois qu'il faut un peu partager les espaces et le tout. On est de plus en plus nombreux. Ça, c'est un problème qui reviendra souvent sur le tapis. C'est le bruit des motos. Et à un moment donné, ben voilà, il faut peut-être un peu se calmer, quoi. Maintenant, on vit dans un monde qui change fort, avec l'arrivée de l'électrique et tout ça. Donc on va vers forcément une diminution du bruit. Et alors, encore pas plus tard, parce que c'est quelque chose qui est paru pas plus tard qu'hier ou avant-hier sur les réseaux sociaux, avec une communication de la FFM, donc Fédération Française de Moto, qui dit que d'ici à 2024, ils vont drastiquement revoir les normes de bruit sur circuit et qu'il va y avoir une politique qui va se rapprocher, qui va peut-être dépasser celle de la Belgique. Sur l'entrée des circuits, on tolère 102 dB à autant de tours minute, ceci. En France, ils parlent de 95, ce qui, nous, on a déjà difficile à respecter et on met des pots. Ça va être impossible de rouler. Voilà, donc en fait, voilà. Et on vit dans un monde où le bruit pose problème et il faut le réduire. Et il faut se rappeler, quand on était 3 milliards, quand je suis né, on était 3 milliards, on est 8. Ben forcément, il y a plus de 2 fois, ça fait 2 fois plus de bruit. Et puis bon, c'est vrai que maintenant on devient un petit peu vieux, et que maintenant le bruit, trop de bruit, ça me fait chier. Camard. Ouais. Mais oui, voilà, il y a des excès qui sont évidents et qu'il faut calmer cette histoire. Et il faut surtout garder raison et que ces gens réfléchissent un peu. Mettre un pot qui réveille les gens quand tu passes à côté de chez eux, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal, puis c'est pas cool. Donc voilà, ce contrôle technique est évidemment un gros sujet qui va évoluer avec le temps, mais je vous promets qu'on va rester attentif. Je vais essayer de répondre au maximum de messages que je reçois. J'en ai reçu aussi de certains qui veulent faire pratiquement des groupes anarchistes. Il fallait peut-être, y penser avant, et 2, je ne crois pas que ça changerait quelque chose. Non. Et ce n'est pas par là, à mon avis, qu'il faut aborder le thème, mais bon, c'est mon avis et je ne vous demande pas de le partager. On va continuer, en fait, cette émission, parce que traditionnellement, le mois de janvier, c'était le mois du salon de la moto, qui n'a pas eu lieu cette année. C'était l'endroit où on serrait des pinces, mais c'était aussi l'endroit où on regardait tous les nouveaux modèles qui sortaient et qui nous donnaient l'occasion de, en quelques mètres, nous asseoir sur une telle marque, puis sur une autre, puis sur une autre. Voilà, peu ou pas de moto au salon, mais quand même, on va en parler. On va faire le tour de l'actu et quand même des nouveaux modèles 2023.
Pas de salon moto, on l'a dit évidemment durant ce mois de janvier, mais néanmoins il y avait le salon de l'auto qui a quand même rassemblé sur les 9 jours de salon environ 250 000 visiteurs. Et on a laissé entendre qu'il n'est pas du tout impossible que l'année prochaine soit le retour du salon de la moto en même temps que le salon de l'auto. On s'en réjouit évidemment parce que ça reste quand même une belle fête. Bien, on est sur le stand d'Honda, un des rares importateurs et constructeurs à avoir amené quelques motos ici. Alors pourquoi quelques motos et pas un vrai stand, un vrai salon moto? Cette année, effectivement, pour la première fois depuis 2020, c'est un salon exclusivement voiture et pas moto. Alors c'était une discussion entre la FEBIAC et les différents importateurs, mais il nous paraissait quand même important, surtout pour cette année, avec l'apparition de nombreux nouveaux modèles, de quand même les présenter juste pour quelques-uns ici sur le salon à Bruxelles. En plus, on voit que ça a du succès, les gens viennent, ça donne envie d'en avoir un peu plus encore, non? Oui, alors c'est vrai que les gens sont réceptifs, les gens sont enthousiastes, sont fort intéressés. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ces nouveaux modèles. C'est vrai que pour la plupart, on parle de Transalp, on parle de Hornet, qui sont des scramblers également, qui sont des modèles iconiques de la marque, qui reviennent après quelques années d'absence. Donc c'est vrai que ça attise encore plus l'intérêt de nos clients. Un mot sur les performances de Honda sur le marché belge, on a plutôt le sourire, j'imagine. On a plutôt le sourire, oui, en effet. On s'en est bien sorti en 2022 puisqu'on a récupéré le leadership qu'on avait perdu depuis 2016 avec la plus grosse part de marché, 14,5% depuis 2013. Donc oui, on est vraiment content. Qu'est-ce qui explique justement ces bons résultats chez Honda? C'est un ensemble de facteurs, je pense. La première chose, c'est la gamme. Qui est très très complète. On a vraiment de quoi répondre aux besoins de tous les clients puisqu'on a plus de 30 modèles différents dans la gamme. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, on a un réseau de concessionnaires qui se professionnalise d'année en année, donc est de plus en plus qualitatif. Et puis on a évidemment des best-sellers qui restent et toujours l'Africa Twin, la CB650 parmi des modèles phares des segments de marché on-off et naked. Mais l'arrivée de nouveaux modèles nous a aidés aussi, que ce soit la NT1100 qui est vraiment la routière par excellence, l'arrivée de la DV350, du DAX, cumulés l'un avec l'autre, tous ces facteurs ont grandement contribué à notre place de leadership dans le marché. Jeroen, bonjour, on est de vieilles connaissances. BMW, dont tu es le porte-parole, a encore en 2022 frappé fort puisque sur les 5 machines les plus vendues, BMW est en ligne 3 avec la GS Adventure et la RT. Beau score. En effet, on est ravis de ce résultat et on est également ravis d'être présent ici au salon d'auto. Malheureusement, qu'il n'y a pas de salon auto cette année-ci. On a quand même amené quelques motos et comme vous le constatez avec moi, ils sont très populaires. Tout le monde saute sur nos motos ici au salon auto. Oui, évidemment, on peut le constater, il y a en permanence des gens qui sont assis sur les motos. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc il y a beaucoup d'enfants qui sont venus avec leurs parents et tout le monde vient rêver et vient s'asseoir sur les motos. On est proche de la GS 1250, un des plus gros succès de la marque, si pas le plus gros succès mondial en termes de vente de motos. Cette moto va peut-être bientôt changer. Je ne peux pas vraiment commenter maintenant. Je ne peux vous dire qu'il y aura plein de nouveautés chez BMW Motorrad dans l'année 2023. On s'y attend et on s'en réjouit. Merci beaucoup Jeroen et à bientôt. Merci à vous. Bonjour Thomas. Bonjour Thierry, tu vas bien? Ouais, très très bien. Bah, écoute, je peux n'aller que bien avec un très bon petit café. On est chez Ducati Bruxelles. Thomas, pas de salon cette année, mais ce n'est pas une raison pour ne pas parler des nouveautés, et notamment chez Ducati, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire certainement, donc il n'y a pas de salon de la moto malheureusement, mais le salon se fait en concession dans le réseau Ducati, et donc avec quelques nouveautés qui sont déjà là ou qui font le tour du réseau. C'est ça. Mais moi je trouve ça bien finalement que ça se fasse chez les dealers parce que là, c'est là que la proximité se fait, que le rapport avec le client s'établit, que la confiance et l'amitié, parce que les clients deviennent des amis. On est derrière une moto assez impressionnante. Alors, c'est une Multistrada V4. Mais c'est une édition spéciale, c'est la Rallye. Exactement, donc c'est une version particulière qu'on a lancée maintenant, c'est ici pour 2023, et c'est vraiment la Multistrada pour les grandes aventures. C'est vraiment une moto, grâce à son réservoir en alu,
de 30 litres. Ah oui, quand même. Quand même, hein, donc la Multistrada V4 normale, elle en a quand même déjà 22, mais en plus de ça, elle a 30 litres ici de capacité de réservoir. Oui, donc ça fait de la belle autonomie quand même. Ça fait une très très belle autonomie. En plus de ça, on a aussi un système technique qui est conçu pour désactiver en fait le banc arrière du moteur. Donc les deux cylindres arrière. Exactement. Dans certaines situations, pour justement réduire la consommation et pour avoir une autonomie encore plus grande. Oui, autonomie de réservoir, capacité de chargement. On voit ici les magnifiques coffres en aluminium qui sont faits pour être déplacés, poignée supérieure. Donc ça, vraiment très bien. Tout à fait. Moto qui est vraiment faite pour l'aventure. Exactement. Moto dont on connaît les qualités, le moteur extraordinaire. Voilà, ça reste quand même un des musts de la production motocycliste actuelle. Malgré l'encombrement des sacoches, on s'aperçoit qu'en fait le détecteur d'angle mort est toujours là et ça c'est une excellente chose, on ne le dira jamais assez. Ça c'est la Multistrada. Ducati a développé depuis des années des lignes parallèles dans sa production, avec notamment la Diavel qui est derrière nous ici, et la Diavel va sortir bientôt sous une autre forme. Exactement, donc on a le Diavel ici derrière nous, mais qui sort maintenant en 2023 avec le moteur V4 également. D'accord. Donc on reconnaît encore toujours la moto en tant que Diavel, hein, donc avec quand même beaucoup de caractère, avec une présence forte et puissante. Ouais. Je dois quand même avouer que cette moto, au début, on s'est un peu demandé ce que Ducati venait faire dans ce terrain. Je me souviens de l'essai à l'époque, la moto elle était impressionnante de maniabilité malgré son énorme pneu arrière. Le moteur, forcément ça faisait 160 chevaux si mes souvenirs sont bons. Ouais, tout à fait. Donc là maintenant on va peut-être encore monter le cran un peu plus haut. On est sur un V4, on va gagner de la souplesse, j'imagine. Clairement, voilà. Exactement. Donc on a vraiment aussi pour le Diavel une moto qui devient plus souple, plus légère aussi. Oui. Donc encore plus facile à conduire. Et honnêtement, moi la première fois que j'ai vu cette moto, que j'ai conduit cette moto, d'abord en la voyant, je me disais c'est impossible de tourner correctement, mais c'est d'une souplesse, d'une maniabilité, et je pense qu'avec le nouveau modèle, avec le moteur V4, ça sera encore plus chouette et plus bien roulé. Bon, sortie de la moto dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Tout à fait. On n'en dévoile pas encore trop, mais on aura des surprises pour vous peut-être pour la sortie officielle de cette moto. Alors on parle de lignes parallèles, mais il n'y a pas que celle-là évidemment, chez Ducati, il y en a d'autres. Il y a la ligne Scrambler qui est sortie il y a, si mes souvenirs sont bons, 2015. Exactement. 2015, on a eu la renaissance des modèles Scrambler des années 60. Voilà, l'icône des années 60, une moto qui a été spécialement conçue pour le marché américain, californien spécifiquement. Oui. Et je me souviens, à l'époque, on avait fait la présentation à Palm Springs. Le premier Scrambler dans les terres natales en fait. Exactement. Du modèle américain, c'était génial. C'est exactement ça. Et donc ici on sort la deuxième génération, une moto qui garde encore toujours ce côté fun et sympa et chouette chouette à conduire avec un look un peu différent, un peu néo-rétro. On revisite le modèle 800 cm3 qui est en fait la base. Tout à fait, c'est exactement ça, et qui devient encore plus confortable, encore plus moderne, avec plus de systèmes d'assistance, de sécurité, etc. Affichage peut-être différent. Affichage, voilà, avec le display qui est différent maintenant aussi, qui donne beaucoup plus d'informations, etc. Donc on a une moto moderne, mais avec un look un peu rétro. 3 familles là-bas. En 3 versions, le modèle Icon, qui est le modèle de base. À côté de ça, on a la version Full Throttle, qui est un peu plus sportive. Et puis la troisième, c'est la version Night Shift, qui elle a un peu un look plus café racer. Ouais, c'est ça, oui. Très belle famille. Moi, j'adore le Scrambler. Absolument. C'est un peu plus ma cam, comme on va dire. Donc ça, c'est vraiment très bien. Autre ligne, la Monster. Oui, tout à fait. En Monster aussi, là cette année-ci, on sort aussi une version spéciale, particulière, ce qui est la version SP. Et ça, voilà, les gens qui connaissent Ducati, déjà SP, on sait que. Voilà. On sait qu'avec SP, on a une moto qui est encore plus sportive, avec des suspensions E-Lins, etc., des jantes plus légères et tout. On arrive dans la haute couture de chez Ducati. Exactement, avec la sortie d'échappement Termignoni, iconique aussi chez Ducati. Tout à fait. Donc une moto très chouette aussi, Ok. On est toujours autour de cette Multistrada Rally. Je m'aperçois que sur les flancs de cette machine, il y a un autocollant 60 000 km Multistrada. Alors, c'est quoi ?
Mais 60 000 km, en fait, c'est le kilométrage qu'on peut faire avant de devoir faire le contrôle de jeu de soupape. Ouais, c'est impressionnant quand même. C'est très impressionnant, et j'irais même plus. Dans le développement de la Multistrada V4, les ingénieurs s'étaient mis la barre des 50 000 km. Ouais, c'est déjà bon. Et dans le développement, ils se sont rendus compte qu'avec la technologie qu'ils avaient et le know-how qu'ils avaient, ils pouvaient même aller jusqu'à 60. Et donc les 60 000 km, c'est vraiment une référence dans le marché de la moto. Sur une machine qui est destinée à partir à l'aventure, c'est quand même extraordinaire. C'est exactement ça, parce qu'en plus de ça, il y a aussi les 4 ans de garantie. Et ça, pour une machine, comme tu dis, pour faire des longs voyages, pour faire vraiment partir à l'aventure, parce que ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est top. Alors bon, autour de ces 60 000 km, vous avez lancé une sorte de challenge. C'est exactement ça. Donc on s'est mis un défi, on s'est lancé un défi pour faire cette année-ci avec une moto, une Multistrada V4 Rally, 60 000 km. Donc en clair, cette moto va être à disposition de certains qui auront rentré un projet. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. L'émission sort un peu avant, mais vous avez une idée, vous avez envie de faire une balade, vous avez un endroit particulier à visiter, eh bien rentrez votre projet, parce que peut-être vous pourrez participer à arriver à ces 60 000 km au bout de l'année. Voilà, exactement. C'est un défi quand même assez grand, assez important et challenging. Et c'est participatif, parce qu'en plus de ça, c'est pas que réservé aux Ducati ici. Tout motard qui a envie de participer à ce défi, ça c'est intéressant parce qu'il pourra découvrir la moto. Exactement, voilà, qui a envie de découvrir la Multistrada V4 justement lors de son voyage qui prévoit cette saison. Mais il peut s'inscrire et il pourra faire peut-être partie de ce défi. Donc pas de salon chez Ducati, mais bon sang, il y a de quoi faire. Hein. On va se revoir, Thomas, parce que il va falloir essayer cette V4, il va falloir essayer cette Rallye, il va falloir essayer cette nouvelle Monster, ce nouveau Scrambler, et aussi confirmer ce qui se fait dans la gamme, parce que bon, le reste est toujours présent. Hein. On a aussi toute la gamme sportive, évidemment. Hein, tout à fait, non seulement la gamme sportive, et je voudrais juste encore dire une chose, certainement, c'est que le Desert X, qu'on a lancé l'année passée, mais qui est arrivé en mi-saison, on a une deuxième couleur maintenant, qui est une très très belle couleur noire, inspirée de la voiture du Dakar de Audi, parce qu'on fait partie du groupe, hein, on ne peut pas l'oublier, mais cette moto-là a été en plus élue moto européenne de l'année 2022, après 2021 où c'était la Multistrada V4, donc 2 années de suite, on peut quand même en être fier. Et en plus de ça, c'est pas la seule victoire qu'on a fait en 2022, mais il y a aussi le MotoGP et le World Superbike. C'était un exploit exceptionnel, jamais vu. Là, vous avez fait carton plein. Hein. Là, c'était le carton plein. On a les 3 couronnes dans les 2 disciplines reines. Et ça, c'est quelque chose, ça, la même année, c'est exceptionnel. Et là, je dirais à tout le monde, venez absolument encourager nos équipes MotoGP et World Superbike. Oui, il y a des GP proches. Hein. Voilà, il y a le GP d'Assen et le Superbike à Assen qui, lui, sera au mois d'avril. Le MotoGP d'Assen qui, lui, sera au mois de juin. On a les tickets MotoGP et Superbike Ducati qui sont en vente. Et donc, venez encourager nos équipes, nos champions du monde cette année-ci. On va se revoir très bientôt pour une petite surprise qu'on réserve le mois prochain pour nos téléspectateurs, mais on n'en dit pas plus. Non, pas encore, surprise. À très bientôt. Merci Thomas. Au rayon des nouveautés, Suzuki a l'air de se réveiller un peu malgré l'abandon du MotoGP avec la GSX 8S et une nouvelle version de la V-Strom. Kawasaki, comme déjà annoncé, nous vient avec un modèle hybride ainsi que des nouveautés, notamment en 650 avec la Ninja et la Z650 qui seront à l'essai dans le prochain numéro. On a vu un peu ce que Honda nous propose. Ensuite, Yamaha vient avec son nouveau vaisseau amiral, c'est-à-dire la Tracer 9 GT+, avec une nouvelle instrumentation également sur les MT-07 et une nouvelle version de la Ténéré. MV Agusta vient évidemment dans le haut du panier avec sa sportive néo-rétro en 1000 cm3, une véritable œuvre d'art, mais aussi une moto avec une puissance assez considérable. On est évidemment au-dessus des 200 chevaux. Vosges nous propose sa 900 DS déjà dévoilée il y a quelques semaines. On se réjouit évidemment de faire cet essai, comme aussi celui de l'ACF Moto 800 MT. Harley-Davidson vient fêter ses 120 ans et évidemment pour un tel anniversaire, Harley met le petit plat dans les grands
et sort une myriade de séries spéciales aux couleurs célébrant cet anniversaire. Ne manquez pas la soirée British Royal Enfield le samedi 11 février dès 19 h à la concession universelle de Chennai. Petite restauration, hot dog, bar et ambiance musicale. Pour ceux qui le souhaitent, une tenue thème British sera vraiment la bienvenue. C'est bien, en fait, comme vous l'avez peut-être remarqué lors de l'émission précédente, sur l'essai de la BMW S1000 RR sur circuit, eh bien, je portais cette magnifique combinaison d'hier, de dernière génération, que je viens de recevoir, qui est superbe. Et j'en profite pour vous présenter Olivier Hartz, qui est donc Sales Manager Belux pour Dainese et qui gère en fait tout l'aspect personnalisation, gestion en Belgique de la marque Dainese. Bonjour Arnaud. Salut. Bon Olivier, d'abord merci. Alors ça fait déjà un bout de temps que vous me suivez puisque c'est ma troisième d'hier. Là on est sur le dernier modèle et je la trouve vraiment superbe. Donc je voulais d'abord te remercier par rapport à ça. Donc Dainese propose des personnalisations de combinaisons qui sont bien au-delà de toute espérance. Et en fait Olivier va vous expliquer un petit peu, je veux dire, la démarche et comment ça se passe pour créer une combinaison de A à Z. Historiquement déjà, si on prend la marque Dainese, créée en 72, quand on regarde une combi, c'est eux qui, après le noir, ont amené la couleur à Agostini. Oui. On a amené les sliders, après les sliders d'épaule, on a amené les plaques de métal. Donc au fait, Dainese est à la base, je ne parle même pas de l'airbag intégré dans un cuir. Dainese est vraiment à la base du développement de tout ce qui est cuir et synonyme au cuir. Donc l'étape de Custom Works, comme on l'a ici devant nous, était une étape logique qu'on a voulu amener à nos clients. Et comme tu le sais, avec ta première, c'est en 2015 qu'on a commencé ce concept qui tient très à cœur Dainese, puisque on va dire que, on peut être un peu chauvin, on arrive à rendre encore plus unique une combi Dainese qui l'est déjà, puisqu'elle équipe le gros du plateau des pilotes en MotoGP. Ouais. Ben, c'est clair que moi j'ai vu l'évolution au fur et à mesure en termes de finition, en termes je vais dire, enfin surtout le niveau de personnalisation cette fois-ci est complètement dingue parce que si toutes mes combis ont été sur mesure, ben, on était quand même tenu à un certain design et tout. Et là donc il y a j'ai envie de dire un artiste, quelqu'un qui a créé ma combi, qui a même signé, donc Dr Jones, tout le monde me demande ce que c'est, mais c'est celui qui a fait le design de la combi. Et donc aujourd'hui on peut demander des choses complètement folles. Alors il y a quand même un truc que beaucoup ignorent, c'est que ces combis airbag, donc d'abord on fait largement leurs preuves et je n'ai pas besoin de vous dire que moi-même j'ai essayé, j'aurais préféré pas, mais j'ai essayé et c'est très très efficace. Mais en plus, le système intégré, comme il est par GPS, il y a un pendulaire là-dedans, c'est très technologique. En fait, cette combi fait aussi acquisition de données. Donc vous pouvez utiliser votre combi pour analyser vos tours sur à peu près tous les circuits. Enfin, je veux dire, c'est aussi très technologique. Et ça, c'est un aspect dont on parle assez peu de ces combis. Okay. Bon, au niveau, je vais dire, de la customisation, quelles sont les étapes? Comment les gens doivent procéder? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire pour entamer ce processus de custom work? Avant qu'on ne parle vraiment, ce modèle-ci, c'est la spéciale. Donc, qui dit spécial dit tout est quasi possible. Ouais. C'est vraiment, on peut la personnaliser comme on veut. Mais dans le processus Custom Works qui démarre sur dainese.com ou dans ce qu'on appelle un Certified Center, donc qui sont plusieurs points de vente dans le réseau Dainese en Belgique et au Luxembourg, avec le D-Store au Luxembourg, qui ont suivi tous les cours pour initier ce processus. Ce qui est important à savoir, c'est que avant d'en arriver là, on a également d'autres options qui sont importantes à connaître. C'est qu'au fait, pour n'importe qui, on peut créer un cuir Dainese si vous n'êtes pas une personne à taille lambda qui rentre dans un 50 ou dans un 54. Donc c'est pour cela que sur le site, on a plusieurs versions. On a le Custom Color, le Custom Fit, les deux Custom Color, Custom Fit comme ici, et en version spéciale qui est alors la full option. Okay. Donc le début Custom Color, c'est tout simplement, on a une combi, on est monsieur lambda, je rentre dans du 48, que ce soit veste, pantalon en 2 pièces ou une combi, mais j'ai une KTM, je veux l'orange KTM, ça n'existe pas dans la gamme Dainese, aucun problème, on peut aller sur le site, on va avec le configurateur
qui est super facile, je dirais, à manier pour une personne lambda. On va choisir la couleur qu'on veut, on va la travailler. Ouais. Au réseau final, on va avoir un code où on peut sélectionner un Dainese Certified Center pour la deuxième étape, c'est de commander la pièce et de faire tout avec lui. Okay. Ça, c'est pour la couleur où on peut se faire plaisir avec un surcoût de 399 € par rapport au prix standard du produit. Option 1. L'option 2, comme tu l'as connu dans tes combis précédentes, c'est le custom fit lié ou pas à du custom color. Où là, de nouveau, le configurateur joue avec les couleurs comme on veut, avec une certaine limite, bien sûr, sinon il n'y a pas raison d'avoir la spéciale derrière. Et alors, dans une deuxième phase, quand on a fait son choix de couleur, on a adjugé, on a mis un badge ou l'autre dessus, on prend de nouveau contact par mail dans le système avec un centre certifié, où là, on va vous fixer un rendez-vous pour commencer toute la procédure, comme on l'a fait avec toi. Tu as eu le luxe du journaliste qui peut se faire mesurer à la maison, bien au chaud, avec un petit café. Je dirais que toute personne lambda devra se déplacer vers un point de vente Dainese qui est certifié pour le Custom Works. Et là, on fera la mesure des 25 points. Donc Dainese mesure 25 mesures. On va dire que du début à la fin, c'est un process qui prend 1 heure. Moi, je l'ai fait 3 fois, donc je connais. Tu as déjà bien rodé. Cette prise de mesure, alors, est mise par la personne responsable des mesures dans notre système et suit alors toute une procédure pour arriver à ce cuir final, procédure dont on peut peut-être, je dirais, parler, puisque les mesures, chose très importante, sont combinées avec quelques vidéos, quelques photos qu'on envoie au modéliste, comme on l'appelle. Cette personne, donc en Italie à l'usine, qui a l'habitude de travailler aussi avec les pilotes de MotoGP, etc. Elle reçoit toutes les cotes, elle reçoit les photos. Ce modéliste va faire un modèle, je dirais, de fit pour que tout puisse être découpé et cousu après. Je rappelle quand même que dans une Mugello RR comme celle-ci, il y a 400 pièces. 400 pièces en parlant de toutes les petites vis, les tirettes, etc., qui doivent être assemblées autour d'un corps. Un corps qui n'est pas toujours le même, etc. Donc, après la modélisation, on a la personne qui fait le design et qui va donc intégrer les couleurs choisies en couleur, en logo, donc par rapport à la largeur du cuir arrière, comment intégrer le nom de la personne, que ce soit dans la bonne proportion, etc. Et une fois que tout ça est fait, adjugé par une personne responsable, donc c'est la même personne dans l'équipe, c'est une équipe de 10 personnes au total qui ne font que ça, mais qui font également tous les pilotes de MotoGP. C'est la même personne qui, au final, va donner son feu vert sur la production de la combi. Et ça, j'ai eu l'occasion, moi, d'avoir une petite expérience à ce sujet. C'est que j'avais fait, l'avant-dernière, on avait pris mes mesures, les photos et tout ça, et il y avait une interrogation par rapport à la longueur du coude ou quelque chose comme ça, et on m'avait demandé de me refotographier, de refaire des mesures, donc ils sont très attentifs vraiment à la cohérence des tailles qui sont communiquées, donc le niveau de personnalisation est quand même vraiment très élevé. Maintenant, il faut admettre aussi, ça reste du sur-mesure. Pour l'instant, nous sommes à un degré de réussite de 88%, ce qui est énorme depuis le début en 2015. Mais comme un costume sur mesure, il est fort probable qu'une fois qu'on le reçoive, le client est invité à venir de nouveau dans son centre Dainese, à faire un essai, où là, on fait l'étape numéro 1 ou numéro 2 dans encore le détail. Mais je dirais que 88% des combis, on la met et elles vont comme un gant, je dirais, à la plupart des personnes. Eh ben, j'en fais partie et j'en suis très heureux. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, pour résumer, toute personne qui veut avoir accès à ce genre de personnalisation, en fait, la première chose, c'est d'aller tout simplement sur le site pour déjà faire une simulation de couleurs et ce genre de choses, et puis après prendre la décision de custom fit ou pas custom fit en fonction. Donc je pense que ça nécessite aussi un essayage au préalable pour voir s'il faut juste customiser les couleurs, ou bien la taille et les couleurs. Et bon, la spéciale, comme tu l'appelles, elle est spéciale. Bon, moi, une fois de plus, journaliste et ce genre de choses, mais ça veut dire que toute personne peut avoir accès aussi à la spéciale, à ce service si particulier, oui? Absolument. Pour répondre à ta première question, moi, je conseille toujours
à part le site, de quand même d'abord aller vers un centre spécifié, CustomWorks. Eux pourront vraiment, le site est très clair, mais eux pourront vraiment dédier l'information et déjà vous aider. Ok, je cherche ça, voilà l'utilisation, voilà la position moto que je recherche. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je connais la marque Dainese? Est-ce que je tombe sur du 48 basique ou est-ce que je dois avoir des manches plus longues, etc. Donc le mieux, c'est d'aller dans un centre spécialisé et de travailler là. Après, pour cette 4e version qui est la spéciale, et oui, ça c'est ce qui est unique au système Dainese, c'est qu'on peut travailler la même combi que n'importe quel pilote de MotoGP, tout en détail. Et dans le spécial, et donc qu'est-ce qui est compris dans le système, c'est que Monsieur Alan Jones, qui s'appelle, prénomine Dr Jones pour son nom d'artiste, on va le dire, lui, c'est lui qui travaille également tous les designs de toute personne qui voudrait avoir une spéciale. Il y a un nombre d'heures qui est prédéfini de design ensemble avec lui. Ça peut se faire à un événement, comme il y en a qui sont prénotés déjà sur dainese.com. Donc nous avons par exemple le Dister au Luxembourg qui 2 fois par année fait des événements chez eux au Luxembourg avec la mise en place, et c'est Monsieur Jones qui vient sur place pour faire les mesures. Super. Les Dainese Centers certifiés peuvent être présents également chez eux. Donc on peut venir à un événement ou bien fixer un rendez-vous, que ce soit avec moi, je dirais par exemple, dans un des centres pour la prise de mesure. Qu'est-ce qu'un spécial? Donc il y a un nombre d'heures de design qui est convenu dans, je dirais, le package. Pourquoi? Parce que on peut aller dans des choses, voilà, on peut avoir du cuir sur du cuir complètement découpé comme on l'a ici avec le logo Carter et piston. On peut aller sur du direct print qui est donc une impression directe de n'importe quel logo en n'importe quelle couleur qui est cousu avec. On peut avoir des surpiqûres en couleur également sur la combi. On peut même aller jusqu'aux zones de Kevlar aux bras et aux jambes qui sont disponibles dans certaines couleurs prédéfinies. Donc, voilà, Arnaud, tu m'as bien compris, on peut faire une combi full, unique, que ce soit au niveau fit, au niveau des couleurs, au niveau des logos, pour mettre en avant votre société, pour mettre en avant votre passion. Il y a peu de limites. Et si par rapport au pack de base, je dirais, on a de l'extra, on paye par heure où la personne travaille en plus à votre graphisme. Et le package de base, on va dire le forfait de base spécial, il est estimé à combien d'euros? Donc tout ça, c'est sur le site, c'est très facile à trouver. On choisit sa combi, on fait les couleurs, on fait les choses, et puis le reste passe et c'est calculé par rapport au prix de base de produit. Donc c'est difficile à dire. Donc c'est évolutif en fait. C'est évolutif, mais on va dire que voilà, une combi comme celle-ci, Mugello RR, la pilote de MotoGP et Airbag, on est à 4 499 prix de base. Si on prend la couleur, c'était 3,99 en plus. Si on prend le fit, c'est 5,99 en plus. Donc on est à peu près à 6 499 pour la combi complet et après les quelques heures de service au niveau spécial. Super, ben, écoute Olivier, merci pour toutes ces explications. Tu as encore quelque chose à ajouter ou Je pense qu'on a été très clair on a été sur le clair. sujet. Écoute, je te remercie encore pour le suivi et pour la longue collaboration qui est toujours agréable. Et donc, écoute, moi je la trouve superbe. Je l'utilise d'ici peu dans le sud de l'Espagne pour aller essayer la Triumph 765 RS. Et donc, je me fais une joie d'y retourner et de pouvoir la remettre. Olivier, encore merci. De rien, merci de m'avoir donné la chance d'expliquer tout ceci. Avec plaisir. Écoute, à très bientôt et encore merci. Bon voilà les amis, on est déjà au terme de cette émission. Évidemment Michel, mille merci de nous avoir reçus dans ton royaume, il n'y a pas d'autre mot. Grand plaisir. C'était vraiment agréable de parler de ton histoire, de parler de ces vieilles motos, de ta famille, c'était vraiment génial. Arnaud, merci, on a encore passé un bon moment. On se retrouve dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route. L'Universel, c'est un large choix de scooters, motos, toutes cylindrées et d'accessoires dans la région liégeoise. L'Universel vous accueille dans ses 5 concessions à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chennai, Herstal, Seraing et Verviers.
Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir nos conditions salon prolongées tout ce mois de février.